Je vais essayer d'être un peu courte pour qu'on ait le temps de vous entendre et de savoir un peu quelle culture vous faites, quelles questions vous vous posez et de répondre plus précisément aux questions précises qui vous intéressent. Mais bon, comme disait le professeur Kokou, ma première mission en Afrique à sortir de mon école d'ingénieur agricole, c'était au Togo. Et à l'époque, c'est vrai que le moringa commençait à intéresser les chercheurs pour le traitement des eaux. Et moi, je travaillais pour une petite association française qui s'appelait Propage. Et on m'a envoyé en mission dans plusieurs pays pour voir comment on pouvait se procurer des graines pour faire des essais sur la floculation de l'eau et aussi comment on pouvait cultiver cet arbre. Et donc j'étais au Togo et ensuite au Niger. Et là, j'ai vu les cultures maraîchères de moringa au Niger qui sont extraordinaires, au bord du fleuve Niger et du Gulbi Baradi aussi. Et là, c'est un commerce incroyable, encore maintenant, bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'au Niger, c'est une production alimentaire et que la feuille a vraiment un poids économique très important. Il y a même du commerce entre le Nigeria et le Niger avec des camions entiers de feuilles de moringa séchées. Donc là, j'ai réalisé que ça avait un impact vraiment intéressant pour les agriculteurs de produire de la feuille. Alors, produire de la graine, c'est encore une autre... on ne peut pas produire de la graine et la feuille en même temps, il faut choisir. Certains arbres doivent être laissés plus grands pour faire la feuille, pour faire la graine, pardon, et pour faire la feuille, il faut vraiment tailler. Donc on a commencé à travailler sur les pratiques agronomiques. J'ai été en Inde parce que c'est un arbre qui vient d'Inde au départ. C'est un arbre indien. Et en Inde, en fait, c'est un arbre qui est cultivé très couramment parce que là-bas, on mange la gousse. Le silic. Le silic, pardon. Je croyais que c'était une capsule, moi. Non, c'est un silic. Ah, le silic. Donc on mange le silic vert en Inde. Très, très couramment. On fait même des boîtes de conserve avec. On exporte dans tous les pays, même à Paris, vous trouvez des silics de moringa frais dans les supermarchés indiens et tout. Donc là-bas, ils ont des agronomes spécialisés dans la culture du moringa, ils savent vraiment comment faire, mais plutôt pour produire du fruit. Mais quand même, ils ont mis au point la lutte contre les ravageurs, comment tailler l'arbre pour avoir plus de branches, etc. Donc on s'est beaucoup inspiré de ça. Et donc à cette époque, ça s'appelait encore Propage, l'association. On a organisé un atelier en Tanzanie, parce qu'en Tanzanie, il y avait un très grand professeur Kouami est venu. Et il y avait un grand projet sur le moringa, justement, en Tanzanie. Donc on a fait ça là-bas pour réunir un peu tous les gens dans le monde qui connaissaient le moringa. À l'époque, on n'était pas très nombreux, hein, on était une centaine. Et donc, il y avait des gens d'Inde, il y avait des gens d'Afrique, il y avait des gens d'Amérique du Sud. Et donc, c'est vrai que selon les continents, c'est un peu différent parce que l'Afrique, c'est vraiment focalisé sur la feuille quand on a découvert le contenu nutritionnel exceptionnel de cette feuille. Mais c'est vrai qu'en Inde, ils ont découvert ça et ils en font maintenant, mais ils continuent beaucoup à faire du fruit. Tandis qu'en Amérique centrale et même Amérique du Sud, ils s'intéressent beaucoup au moringa comme fourrage parce qu'ils font beaucoup d'élevage. Donc, selon les zones, il y a des recherches différentes qui ont été faites et les agriculteurs se sont finalement emparés de la plante selon leurs besoins.